Chers collègues et membres de l'équipe, aujourd'hui nous allons examiner ensemble un cas clinique particulièrement complexe qui nous confronte à des défis diagnostiques, éthiques et de conseils tout à fait significatifs. Il s'agit d'une grossesse de 17 semaines et 2 jours présentant un tableau de restriction de croissance fœtale, un début très précoce et extrêmement sévère. La toute première donnée qui va immédiatement nous sauter aux yeux est la biométrie. Le poids vital estimé ici n'est que de 185 grammes, bien en dessous du troisième percentile, mais la donnée statique ne saurait suffire à elle seule. Nous devons également examiner la dynamique. En effet, nous constatons un net décalage biométrique par rapport à l'échographie du premier trimestre que la patiente a réalisé dans un autre établissement. Ce glissement progressif, c'est-à-dire le fœtus qui ne suit pas sa courbe biométrique classique mais chute vers des percentiles inférieurs, est le premier et le plus important indicateur d'une pathologie en cours, qu'elle soit placentaire, génétique ou infectieuse. En examinant la mesure du périmètre crânien, nous constatons que celui-ci se situe déjà bien en dessous du troisième percentile. Ici, à mon avis, une réflexion technique approfondie sur les critères diagnostiques s'impose. De la microcéphalie. Essentiellement, le diagnostic repose sur la biométrie qui est considérée comme suspecte si elle est inférieure au troisième percentile, surtout si elle se situe en dessous de la deuxième déviation standard. En effet, les pourcentages de microcéphalie diagnostiqués à la naissance chez les sujets présentant un périmètre crânien entre le deuxième et le troisième percentile, elle est d'environ 1 sur 8000. Cette observation ne fait donc que souligner un risque élevé et non une certitude absolue. La littérature nous dit que la certitude clinique est généralement posée en dessous de 3 déviations standards. Il faut de toute façon observer la morphologie crânienne et la présence d'anomalies associées. Dans notre cas, en effet, on observe une insula de taille réduite pour l'âge gestationnel et l'absence de visualisation de la scissure pariéto-occipitale. D'autres marqueurs à rechercher sont l'absence de visualisation du septum pellucidum, l'agénésie du corps calleux ou l'hydrocéphalie borderline, qui dans ce cas ne sont pas présents. Quoi qu'il en soit, pour le diagnostic définitif de la microcéphalie, nous devons faire preuve d'une vigilance particulière, surtout à ce stade de la grossesse, car l'encéphale ne termine son développement structurel qu'au cours du troisième trimestre. Donc, un diagnostic de suspicion peut être initialement posé, mais il doit impérativement être confirmé après la 28e semaine, au moment où les processus de giration et d'operculisation sont plus avancés. Nous devons donc établir une distinction fondamentale et nécessaire entre les formes syndromiques non isolées, comme celles que nous suspectons aujourd'hui, étant donné la présence également d'une anomalie morphologique au niveau du système rénal, où la cavité de la loge rénale du côté droit apparaît totalement vide et donc avec la présence d'un soupçon de prénéphrose, et puis les formes isolées, où le seul signe clinique observé est la diminution significative des mesures de la biométrie. Dans les formes non isolées, les signes extracérébraux nous permettent d'anticiper le soupçon déjà au deuxième trimestre. Dans les formes isolées, en revanche, le diagnostic ne peut être établi qu'au troisième trimestre, car le déficit présente un caractère purement évolutif. Simultanément, au cours de cette séquence vidéo, on peut observer les autres mesures biométrie fœtale, notamment celles concernant les membres et la zone de l'abdomen, qui se trouvent toutes positionnées dans les centiles les plus bas. Ces résultats apparaissent donc tout à fait cohérents avec le décalage biométrique constaté.
Passons donc à l'étude Doppler fondamentale pour comprendre la réserve de ce fœtus. Les artères utérines montrent un PI moyen supérieur au 95e centile de façon bilatérale, avec la présence d'un notch protodiastolique. C'est une donnée anormale. Pour l'époque, généralement, des utérines pathologiques conduisent à des RCIU tardifs une apparition aussi précoce. L'ensemble de ces éléments pourrait suggérer un défaut au niveau de la placentation, un problème d'origine infectieuse ou encore une éventuelle problématique plus complexe d'ordre génétique. À l'examen, ensuite, un point critique est l'absence de flux en diastole dans l'artère ombilicale. Ici, l'évaluation de l'artère cérébrale moyenne et du canal veineux entre également en jeu. En effet, à l'examen, nous rechercherons le phénomène de brain sparring, c'est-à-dire une artère cérébrale moyenne qui montre une large dilatation et donc une réduction du PI. Cela signifie donc que le fœtus redirige préférentiellement le flux sanguin vers le cerveau. Lors de cet examen, nous allons également prendre le temps d'observer un canal veineux qui, fort heureusement, présente encore une onde A normale et une bonne fluximétrie. Dans la vidéo, on peut observer l'absence d'une loge rénale, ce qui indique la présence d'une suspicion de rein pelvien. Face à ce tableau, la première étape consiste en une consultation génétique afin de réaliser un test invasif par amniosynthèse. L'examen RCGH est alors obligatoire pour détecter d'éventuelles microdélétions ou des duplications chromosomiques. Il faut ensuite réaliser des échographies en série pour surveiller le décalage biométrique et les fluximétries fœtales. Il est éventuellement possible de planifier une IRM fœtale après la 28e semaine en cas de problématique encéphalique si le développement du cerveau ne semble pas conforme à l'âge gestationnel. Il est également important d'assurer la protection de la santé maternelle car rappelons-nous que les fluximétries sont altérées. Merci. La patiente présente un risque accru de prééclampsie précoce et donc de tous les syndromes associés. En résumé, nous évoluons dans un équilibre précaire entre génétique, hémodynamique et neurodéveloppement. Il n'existe pas d'échographie unique et décisive, mais seulement une approche multidisciplinaire entre l'obstétricien, l'échographiste et le généticien, médiée par le facteur temps, et qui nous permettra donc de fournir au couple les réponses qu'il recherche. Je vous remercie de votre attention.